Startup & Co. Allez, on reçoit Pierre-Antoine Dussoulier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur d'IBAN First. Alors, je vais dire très rapidement, vous proposez un service de paiement internationaux PME, mais ça va beaucoup plus loin. On va en parler dans un instant. Fondé en 2013, vous êtes près de un peu moins de 200 personnes aujourd'hui. Une croissance, beaucoup de croissance externe, des rachats, petits, plus grands. Il y en a un le plus récent, c'était en Hollande, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas et en Allemagne, en même temps. Voilà, à peu près en même temps. Environ 25 millions d'euros levés depuis vos débuts. Voilà, je suis près dans les chiffres. 3500 clients. Aujourd'hui, vos volumes de traitement, aujourd'hui, pour qu'on évalue à peu près, c'est combien? Ça se compte en milliards, évidemment. Ouais, c'est en milliards. En 2019, on a fait à peu près pour 6 milliards de volume de transactions pour nos clients. Donc, ça veut dire qu'on a des clients, donc nos 3500 clients ont effectué à peu près, alors en volume de transactions, ça va être autour de 100 000 transactions. Et en pur volume de change, c'est 6 milliards. Pour une fintech, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est la course à la taille, c'est important. On va reparler de vos nouveaux outils dans un instant, mais voilà, on parlait de ces rachats. Il y a des petits, des plus gros. Celui du néerlandais NBWM, c'était une centaine de personnes. Enfin voilà, c'était assez. Ouais. Alors en fait, NBWM, c'était des amis. Moi, vous savez, mon historique, c'était Saxo Bank, et en fait, les fondateurs de NBWM, c'était aussi des gens qui étaient chez Saxo Bank auparavant. Donc en fait, on s'est retrouvés d'une certaine manière. Donc ça, c'était facile à faire. Et oui, la taille est importante. Pour nous, c'est important de réussir à grossir d'au moins 100% par an. C'est un peu notre objectif, et qu'on arrive à faire. Et d'ailleurs, sans les rachats, d'ailleurs, en fait, les rachats vont nous permettre même d'aller encore plus vite en 2020. Oui, et puis ça vous permet d'acquérir de nouvelles clientèles en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Pour des nouvelles géographies, en fait, c'est pas mal. Ça nous permet directement d'aller plus vite. Surtout comme en Hollande, où NBWM était déjà une société qui était assez connue, en fait, là-bas, qui était leader, en fait, sur ce business du courtage et du paiement à l'international pour les entreprises. Donc, de les avoir achetés, ça nous a permis tout de suite d'avoir une base de clients assez solide en Hollande. Alors, on a fait une petite acquisition aussi en Allemagne, plus petite, avec ForexFix aussi, et qui nous permet de commencer aussi à lancer l'Allemagne. On est un peu à la troisième génération des banques. Il y a eu les banques, les ING, enfin les Saxo Bank qui sont venus un peu sur ce marché des banques plus traditionnelles. On a vu ces fintechs arriver, puis là on est quand même à ces fintechs qui commencent, comme la vôtre, à arriver à une certaine maturité. Alors évidemment, la maturité, ça commence à 18 ans, et puis après on a toute sa vie à faire. Mais voilà, on assiste vraiment là au cours de ces derniers mois, enfin ces mois-ci, on a vu les levées de fonds incroyables de Conto, prise de participation aussi dans Lydia. Ça y est, les fintechs, enfin les bonnes fintechs trouvent leur rythme de croisière pour croître encore plus. Non, c'est intéressant, et c'est vraiment ça. Il y a eu plusieurs générations. Je pense qu'au début des années 2000, en effet, il y a eu toutes ces banques en ligne qui sont lancées. Et puis après, fin des années début de 2010, une nouvelle législation européenne, PSD1, et puis plus récemment maintenant PSD2 aussi, qui permettent en fait à des entreprises de faire plein de choses qui étaient avant le monopole des banques. En fait, les banques étaient les seules à pouvoir faire du paiement avant PSD1, et du coup, en fait, c'est facile en étant plus petit et plus agile, et sans avoir aucune legacy en termes techniques, d'offrir un service en fait qui va être bien souvent meilleur que celui qu'on peut trouver dans une banque traditionnelle. Alors justement, c'est pour ça qu'on vous reçoit aussi ce soir. Les banques nous facturent des frais, les banques traditionnelles en tout cas, qui sont jugées par certains abusifs. Alors vous voulez apporter de la clarté. C'est quoi l'outil que là, vous allez nous présenter là ce soir? Alors en fait, nous, vraiment quelque chose d'important pour nous, c'est la transparence. Moi, je suis entrepreneur, je suis aussi, donc moi aussi j'ai une relation avec les banques, moi aussi je suis client des banques, et en fait très souvent j'étais frustré en fait de cette relation, et tout ce que je veux apporter comme service justement à nos clients qui sont aussi des entrepreneurs, qui sont des entreprises aussi, c'est de la transparence. C'est vraiment ce qui est le plus important. Donc la transparence sur nos spécialités, sur les paiements internationaux, c'est essayer de montrer à nos clients combien ils payent vraiment une opération de paiement à l'international. Et ça, en fait, il y a beaucoup de frais cachés. C'est pas du tout transparent, donc c'est compliqué à déterminer. Donc on s'est mis dedans, c'est une première, d'ailleurs il y a personne qui s'était cassé la tête comme ça. Donc la première chose à faire, c'est regarder en fait les brochures tarifaires dans les banques, elles sont très épaisses, et essayer de comprendre ce qu'il y a écrit dedans et quels sont les frais qui sont dedans. C'est la première chose. Deuxième chose... Parce que la réglementation impose quand même de détailler tout ça. Pour quelqu'un qui veut vraiment comprendre ces frais... Il peut, il faut un peu de courage, un peu de temps, mais il peut aller chercher beaucoup tout ça. De courage et beaucoup de temps. Oui. Mais bon, oui, et en effet, normalement, il peut tout trouver quasiment
dans la brochure. Sauf une chose qu'il peut pas trouver, ça va être sur le pur taux de change en fait qui va être utilisé lors d'une transaction de change et de paiement international. C'est le taux de change qui est très important, c'est le taux de change interbancaire. Et ça, on ne sait pas exactement quelle est la marge qui est prise par la banque lorsqu'il y a un taux de change qui est affiché. Donc c'est ce qu'on appelle des frais cachés. Et c'est là où il y a vraiment beaucoup à prendre. Et donc ça, pour les déterminer, on a pris en fait les relevés bancaires de beaucoup de nos clients avec qui on s'entend bien, qui ont dit ok, montrez-nous avant ce que vous aviez, et on va regarder en fait chaque relevé dans le passé par rapport à l'heure et le jour à laquelle vous avez fait la transaction, quelle était la marge qu'a pris la banque sur ce taux de change. Oui. On a fait des comparatifs donc avec analyse de la data, des centaines de fichiers, centaines de data, et aussi via PSD2 justement, facilement se connectant au compte de nos clients qui nous ont laissé se connecter à leur compte, on a pu regarder tout leur historique. Donc vous avez mis en place cet outil de collecte de data et puis d'analyse en détail de tous ces frais. Le but c'était d'être le plus d'essayer d'être le plus impartial possible pour voir exactement quels sont les frais qui sont pris par les organismes financiers sur ça. Donc en gros il y a 6 catégories, je sais pas si je peux toutes vous les donner, mais peut-être les 2-3 les plus importantes. Oui, alors la plus importante en tous les cas, celle qui compte le plus, c'est vraiment la partie frais cachés, le taux de change en fait qui est fait a posteriori, en fait le client ne le sait pas. Donc il y a une commission de change qu'il paye, il pense que c'est que ça qu'il a payé parce que c'est écrit de commission de change. Il y a aussi une commission de mouvement parfois. Il y a aussi des frais de tenue de compte parce que si on fait du paiement international, très vite on aura des comptes en dollars ou en livres sterling, etc. Et on peut les additionner. Et à la fin, ça fait des gros montants. Et à la fin, on voit qu'en moyenne, un client qui ne se poserait pas trop de questions et qui va faire une transaction juste en passant par sa banque, sans prendre son téléphone, parce que ça serait son alternative, prendre son téléphone et appeler sa banque, qui va ensuite appeler une salle des marchés pour faire une transaction manuellement, etc. Là, il pourrait peut-être avoir, et encore, un meilleur cours de change, mais il aurait perdu beaucoup de temps à faire tout ça manuellement. Et donc, si jamais il fait pas ça, il se laisse faire. En moyenne, on voit qu'il va payer à peu près 1,5% en fait sur sa transaction. Et c'est beaucoup parce que par exemple, si vous regardez sur une transaction si une petite entreprise fait pour 1 million d'euros. Surtout qu'il y en a de plus en plus qui sont à l'export, donc forcément on est des paiements à l'export. Voilà, et donc sur 1 million, ça fait 15 000 euros. Ouais. Donc c'est forcé qu'il y a une marge quand même qui est prise parce qu'il y a des frottements, s'il y a un coût pour faire ce type de transaction, mais 1,5% c'est probablement un peu trop. Donc derrière, vous avez évalué ce que ça coûtait avec une banque traditionnelle, vous allez démontrer, j'imagine, ce que ça coûte avec vous. Faire la comparaison, on dit voilà combien vous auriez économisé par la data. Voilà, si vous passez par nous, et voilà, et on invite à n'importe, et on décrit en fait chaque frais en fait. Si on dit si vous êtes dans telle banque, ça va être ces frais-là, ces frais-là, ces frais-là, et ainsi de suite, d'après les datas qu'on a, et on compare ces frais avec notre banque. Vous pouvez comparer plusieurs banques entre elles, et puis vous pouvez nous comparer avec nous, et bien sûr chez Ivan First normalement ça sera moins cher. Bon, eh bien c'est ce qu'on suivra en tout cas. Merci. Pierre-Antoine Dussoulier d'être venu nous parler de tout ça, fondateur d'Iban First, c'est donc ce nouvel outil qui apporte de la clarté sur les frais bancaires. Vous êtes aussi même un client lambda, on voit ses frais de compte, on ne sait pas trop. Bien là, en tout cas, là c'est sur les paiements internationaux et je pense que tous ceux qui sont entrepreneurs voient tout l'intérêt. On en vient de le dire, sur 1 million d'euros, on peut économiser jusqu'à 15 000 euros. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, on part tout de suite à New York.